大怪獣の気配。怪獣2号、1972年札幌市を壊滅寸前まで追い込んだその2号をベースに作られたスーツとアームをこの世で唯一乗りこなしたのが君の父上篠宮勲だ。Le chapitre 122 de Kaiju no 8 est enfin disponible, et on peut dire qu'on a pris sacrément cher pour ce début d'année 2025. J'espère sincèrement qu'on ne revivra plus jamais un tel enchaînement d'événements. Ouais, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, on dirait que ça fait des mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Surtout avec le report du chapitre initialement prévu pour le 13 février, aucune communication encore une fois de la part des responsables et on ignore pourquoi cette décision a été prise au dernier moment. Mais si cela permet à Naoya Matsumoto de se reposer, alors tant mieux pour lui. L'histoire continue avec un combat ultra attendu, Kafka contre Mereki. Avant de plonger dans l'analyse, abonnez-vous pour ne rien manquer, on est à présent 65 000 sur la chaîne, c'est énorme. Un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mon contenu sur Kaiju no 8 vous plaît. D'ailleurs, j'ai décidé de mettre Chainsaw Man en pause, pour l'instant, afin de me concentrer pleinement sur Kaiju. Vous aurez très bientôt d'autres vidéos pour enrichir votre lecture. Alors activez la cloche de notification pour ne rien louper. Sans plus attendre, on attaque la revue du chapitre 122, le point très serré, et avec un détail que beaucoup d'entre vous ont sûrement oublié. Allez, c'est parti. ずっと待ってる。Kafka dévoile une nouvelle transformation qui change complètement le cours de son affrontement contre le kaiju de l'ère Mereki. Cette forme inédite est un entre-deux, ni totalement humaine, ni entièrement kaiju, ce qui la rend impossible à évaluer par la force de défense. Pourtant, malgré cette ambiguïté, Kafka garde le contrôle et reste lui-même. Je ne l'avais pas mentionné durant la précédente review, mais quel plaisir de retrouver l'humour qui s'était quelque peu dissipé dans ce manga. Kafka, malgré l'intensité du combat et avec tout ce qu'il a vécu, ne panique pas pour ce qui se passe autour de lui, mais parce qu'il a détruit un drone de l'État sans faire exprès. Quand tu assistes à une scène pareille, tu sais que tu as affaire à tout, sauf à l'ennemi de l'humanité. Avec cette nouvelle puissance, Kafka parvient à ressentir l'énergie négative du Kaiju no 8 et réalise que c'est la source de son pouvoir. Face à lui, Mereki reconnaît la force de ses anciens adversaires et décide d'attaquer avec toute sa puissance. Pourtant, même après un assaut destructeur, Kafka reste indemne. Il choisit alors de déplacer le combat loin de ses camarades afin de ne pas les mettre en danger et projette Mereki à distance, prouvant ainsi qu'il a largement le dessus. Désormais, Kafka possède plusieurs yeux et des sens en alerte maximale. Mereki, quant à lui, semble encaisser toutes les attaques, ce qui me pousse à me demander s'il n'est pas en train d'accumuler de l'énergie à travers les coups reçus. Surtout que la fin du chapitre nous tease encore une nouvelle carte que Mereki s'apprête à jouer. Est-ce la dernière? Difficile à dire, mais selon moi, son ultime attaque pourrait bien consister à libérer tous les monstres à l'intérieur de lui, quitte à sacrifier sa propre conscience. Un autre détail intéressant, Mereki peut exploiter les connaissances et les capacités du Kaiju 9, ce qui est tout simplement terrifiant. Imaginez un ennemi ultra puissant par définition, capable d'attaques imprévisibles, combiné à des téraoctets de données retraçant 400 ans d'existence et d'évolution. On fait face à la créature la plus terrifiante de ce monde. En parlant du 9e, moi qui pensais que Mereki n'était qu'un simple réceptacle, j'ai été complètement choqué de le voir lancer une attaque du Kaiju 2. Oui, une seule attaque, et pourtant, l'impact a été monstrueux, pouvant raser une ville entière. Imaginez la réaction des hauts gradés et de Kafka lui-même en voyant ce déluge d'attaques digne de 100 Odama Rasengan dans Naruto. Oh. Odama Rasengan. Et ce n'est même pas le pire, l'explosion déclenchée par Mereki rappelle celle du Kaiju 10 dans la saison 1. Mais ici, on est à un tout autre niveau. Même Isao Shinomiya, qui utilisait le pouvoir du Kaiju 2, ne pouvait lancer que 2 attaques de ce style. Quant à la créature originale, elle était loin d'égaler la vitesse
et la puissance des frappes actuelles de Mereki. En tout cas, c'est la fête pour notre protagoniste dans ce chapitre. On voit de quoi il est à présent capable. Il se permet désormais de taper dans une onde de choc tel un ballon de foot. Il domine Mereki en tout point. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il a complètement délaissé ses attaques marquées par des inscriptions, puisque le Kaiju 8 se régénère d'une manière incroyable. Finalement, la différence de puissance reste logique. Les soldats sont hors de l'équation et on est face au boss final de cet arc. Kafka pourrait trouver une astuce pour contre-attaquer en utilisant les propres pouvoirs de Mereki contre lui. Mais on peut aussi s'attendre à une toute nouvelle carte du 8e. J'attends avec impatience des échanges entre ce dernier et Kafka. D'autant plus qu'on a eu une planche montrant Kafka en humain lorsqu'il réfléchissait. À mon avis, il reprendra forcément son apparence normale à la toute fin. Il n'existe aucun scénario à mes yeux où on continuerait l'histoire avec cette créature en guise de protagoniste. Et effectivement, pour le moyen, ça sera sûrement expliqué par le fait que le kaiju peut prendre différentes formes. Je le vois comme ça, sans complication. Après, pour les nouveaux, vous commencez un peu à me cerner, je voudrais voir un petit drame en plus. Une balle perdue touchant un certain personnage. Allez, pourquoi pas. Plus sérieusement, j'ai appris que Matsumoto et son éditeur sont très prudents avec la gestion des catastrophes dans le manga. Ils évitent de rendre certaines scènes trop violentes pour ne pas raviver de traumatisme chez les lecteurs. D'ailleurs, il a expliqué qu'il préfère inclure des éléments rassurants, comme des abris, pour montrer que les civils peuvent se protéger. Petite pensée à cette petite fille et à sa peluche du 8e. Retour sur le chapitre 104. Un détail m'est revenu en relisant l'histoire. Maintenant que nous en savons plus sur les ancêtres d'Oshina, sur le Kaiju no 8 et sur Mereki, je me suis rappelé du moment où le Kaiju 9 tentait de prendre possession de Mina. Il lui disait qu'elle pouvait résister autant qu'elle voulait, mais qu'il était impossible d'échapper à ces démons, même pour les meilleurs. Ce passage était illustré par deux magnifiques planches, une du défunt capitaine Isao Shinomiya et une autre d'un ancêtre d'Oshina, le plus grand expert du sabre, tué dans le chapitre 117. Mais il y avait un troisième personnage. À gauche, un inconnu, avec une tenue totalement différente et un design qui rappelle Gen Narumi. Serait-ce un ancêtre de ce dernier? Ce serait logique, puisque les trois plus grands soldats actuels sont Soichiro Oshina, Gen Narumi et Mina. Bon, un trio monstrueux. L'histoire reste loin d'être finie. Avant la conclusion de l'arc, on aura sûrement plus de réponses sur cet homme mystérieux. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos avis et de vos théories en commentaire. Abonnez-vous pour vivre avec nous cette aventure. Le rendez-vous est prévu pour le 13 mars et le 14 pour la vidéo. J'essaierai aussi de proposer plus de contenu sur Kaiju no 8 pour vous donner un maximum d'informations. Merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à la prochaine. どこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣エヌド8だ。先輩レビューで